Le Big Bang annoncé des business schools françaises. Thomas Durand, bonjour. Vous êtes professeur au CNAM, professeur de stratégie. Vous avez été président de la Société française du management qui tient son séminaire hivernal sur le thème « Est-ce que l'enseignement du management devient un business ?» Dans ce contexte, vous avez publié une tribune dans les Échos intitulée « Le Big Bang annoncé des business schools françaises ». Et là, donc, vous nous annoncez un Big Bang. Et la première raison de ce Big Bang, c'est le financement. Le monde de l'enseignement supérieur de management, comme d'ailleurs l'enseignement supérieur en général, mais singulièrement dans ce champ, est l'objet d'évolutions marquantes depuis plusieurs années, avec une concurrence extrêmement forte, des coûts qui ont explosé, mais qui étaient légitimés par une croissance de la demande absolument phénoménale. C'est lié à la demande de formation non plus en économie ou en sociologie, mais dans des formations qui vont déboucher sur des emplois pour les jeunes. Les familles, les étudiants ont compris, et donc on a assisté à une véritable explosion. La demande des BRICS en formation management a été considérable également. On se retrouve donc dans une situation où les établissements, les universités, les IE, mais singulièrement les écoles dites de commerce et qui sont plutôt appelées aujourd'hui les écoles de management en France, ont choisi d'investir massivement en recrutant des enseignants-chercheurs qui vont pouvoir faire rayonner l'établissement à travers leurs travaux de recherche pour améliorer la réputation. Et la vague de la numérisation, la digitalisation du monde atteint l'enseignement supérieur également, avec des investissements conséquents pour des enregistrements, la transformation des matériaux pédagogiques. Donc les coûts ont explosé, mais adossés à une demande qui suivait. Et la concurrence a également suivi. Mais la concurrence a été féroce. On assiste à des évolutions du type un mercato des profs de management. Parce que les gros publiants qui vont permettre aux établissements de monter dans les rankings sont des gens qui sont courtisés et pour lesquels les niveaux de rémunération ont littéralement explosé. Et on a au bout du compte une dynamique qui s'est emballée. Et cet emballement va faire que, pour d'autres raisons que je vais développer dans un instant, certains établissements sont maintenant confrontés à un mur de liquidité. Et c'est là que le Big Bang est en quelque sorte annoncé, mais il est là, c'est pas pour dans 5 ou 10 ans, c'est maintenant. Il y a quelques établissements qui sont susceptibles de mettre la clé sous la porte. Là, vous évoquez le problème de la taxe d'apprentissage, qui est réorientée, pas nécessairement de façon totalement illégitime, mais qui est très coûteuse, parce que cette réorientation va manquer cruellement à des établissements qui mobilisaient cette taxe pour leur propre financement. Et quand vous enlevez 5 ou 10% des ressources d'un établissement, alors que ses coûts augmentent, vous imaginez le mal que ça peut faire, bien sûr. Donc la taxe d'apprentissage, les chambres de commerce qui se retrouvent à représenter une part de plus en plus modeste des budgets de ces établissements, 10, 15%, tout au plus. Et donc chacun est allé se battre pour générer des ressources complémentaires à travers de la formation continue, de l'executive education, etc. Et puis en augmentant ses droits d'inscription. Sachant que sur l'exécutif ou la formation continue, là, on s'est trouvé aussi face à la crise. Sur ce volet-là, les entreprises sont devenues beaucoup plus chiches de leurs dépenses à l'extérieur. Parallèlement, elles ont considéré que au fond, si elle faisait ça en interne, en allant chercher, en mobilisant des spécialistes venant d'ailleurs de ces écoles et en les payant ponctuellement à la journée, ces entreprises pouvaient construire des programmes correspondant mieux à leurs besoins. Et donc, elles se sont trouvées à moins dépenser à l'extérieur. Et puis en plus, effectivement, les coupes dans les budgets ont fait qu'elles ont été très prudentes dans les dépenses et ça s'est ressenti très fortement. De la même façon, le niveau atteint par les droits d'inscription est tel qu'aujourd'hui, les familles se tortillent et hésitent à choisir l'option de ces écoles relativement coûteuses, alors qu'à côté de ça, il y a des parcours universitaires qui sont non pas tout à fait gratuits, mais pratiquement, en comparaison, pratiquement gratuits. On est à du 10 000 € hors de grandeur par an, dans une école de commerce à peu près, plus ou moins suivant les établissements, et on est à quelques centaines d'euros à l'université, et puis il y a les IAE. Enfin, chacun s'est positionné, bien sûr, avec des offres, et cette concurrence, elle se fait sentir. Et puis, troisièmement,
il y a des étudiants qui commencent à comprendre qu'on peut aller à l'étranger dès le post-bac. Et on se retrouve avec des étudiants qui, au lieu de lorgner vers les classes préparatoires, lorgnent vers des établissements tout aussi réputés à l'international, et pas nécessairement très loin, à 2 heures de Paris, 2h30. Vous avez Oxford ou Cambridge, qui sont extrêmement réputés et qui vous proposent un schéma qui n'est pas complètement idiot non plus. Donc, au bout du bout, vous avez, après une explosion de la demande, une sorte de tassement lié à la conjoncture, lié à des phénomènes de concurrence, lié à l'ouverture internationale, et un squeeze sur les ressources. Et à partir de là, mais vous avez des directeurs d'établissement, des directeurs d'école, qui sont non pas aux abois pour certains, mais tendus, et puis d'autres qui sont vraiment aux abois. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques écoles qui aient à mettre la clé sous la porte, réellement. Dans votre tribune des Échos, on voit apparaître effectivement des stratégies d'acteurs. Et je pense notamment aux acteurs qui étaient dominants sur le marché français, dont vous nous expliquez qu'ils vont vers le bachelor, c'est-à-dire descendent vers le post-bac, au fond, pour aller récupérer. Donc ça va rendre beaucoup plus compliqué pour les acteurs qui n'avaient pas la même réputation. Et puis on voit apparaître de nouveaux acteurs. Je pense par exemple au groupe Laureate que vous citez, où là on a un peu l'impression que des acteurs étrangers viennent faire leur marché, entre guillemets, parce que ça reste un marché à potentiel, au sein de notre offre, qui est un peu déstabilisée, c'est-à-dire de notre... Il s'est passé exactement ça. C'est-à-dire que de nouveaux entrants sont apparus. On l'avait anticipé il y a une dizaine d'années dans des scénarios qu'on avait pu esquisser et qu'on avait publiés. Et une partie de ça s'est déroulée. C'est-à-dire que vous avez des entrants privés qui ont réussi à s'établir. Vous parlez du groupe Laureate, mais vous prenez Apax qui a racheté l'INSEC. Vous avez des logiques privées de business qui sont rentrés dans un domaine où, en gros, l'intérêt général, la formation de jeunes au management était dispensée par des établissements publics et des établissements parapublics. Les établissements consulaires étaient parapublics. Et puis, de nouveaux acteurs vraiment privés. Et Apax cherche des rendements. Et donc, ils s'attendent à quoi? Une consolidation du secteur. On peut imaginer qu'ils vont ramasser les acteurs en difficulté et qu'ils vont consolider, chercher à jouer des effets d'échelle. On peut comprendre leur logique. Et puis, vous avez des grands cabinets de conseil ou d'audit qui ont lancé leur propre programme de formation de type MBA, d'abord à des fins internes, et puis qui l'ouvrent à leurs clients. Et donc, vous avez une nouvelle forme de concurrence qui apparaît et qui pose quand même un peu problème. Face à ça, vous êtes parmi les tout meilleurs, où vous concourez dans un championnat qui est un championnat minimum d'Europe, sinon un championnat mondial. Et parce que vous êtes parmi les leaders, vous réussissez à peu près à attirer des ressources, y compris par exemple de fondations. Cela étant, soyons clairs, il y a les fondations de stock, et en stock, c'est sur les intérêts de votre stock que vous pouvez alimenter votre budget. Et ça devient très marginal. On parle de quelques pourcents, 1, 2, 3%. Quand vous avez réussi à lever pas mal d'argent, comme par exemple l'HEC a réussi à le faire. Là, vous êtes en train de lever un tabou, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait avoir recours à des fonds privés, lever des fonds qui viendraient se substituer... Ça ne se substituera pas. Ça ne se substituera jamais. Ce qu'on voit se passer, c'est que ça vient compléter. Et attendez, 3% en plus qui vous arrivent comme ça, vous les prenez. Oui, bien sûr. Et vous vous battez pour aller les chercher. Mais ça ne fera pas le job. C'est pas suffisant. Absolument. Donc, vous êtes en tête, là, pour vous en sortir. C'est difficile, c'est tendu, parce que vous ne réussissez pas toujours à recruter les high flyers, ceux qui publient le plus, au tarif qu'ils demandent, parce qu'ils ont des propositions ailleurs. Mais bon, ça fait partie du jeu. Vous êtes juste derrière. Vous êtes un peu embêté. Et qu'est-ce que vous faites? Vous observez que il y a tout un marché, un post-bac qui a précisément été occupé par des écoles privées qui ont compris qu'il y a un deal simple. Un jeune qui a fait un cursus honorable, mais qui ne passe pas par les classes préparatoires, avec le côté brillant qui permettra de rentrer dans les meilleurs établissements. Il a le choix entre l'université, avec, et là, je dois le dire, les choses évoluent très positivement à l'université, mais c'est encore pas tout à fait ce que les familles en attendent, et avec peut-être des difficultés d'insertion professionnelle, alors que s'ils rentrent dans une école qui a pris un post-bac sur dossier, et qui aura permis à un coût qui est supportable par les familles, cher, mais à peu près supportable, là vous avez un deal intermédiaire que des écoles privées ont récupéré. Des écoles consulaires de
pas tout à fait dans la première division, mais pas loin, mais se disent, mais pourquoi on ne va pas capter ce marché? Et vous les voyez rentrer sur du post-bac avec des formats BBS, un bachelor en business. Et vous avez, à partir de là, une aspiration de public qui allait aussi vers des écoles de deuxième ou voire troisième division, qui se retrouvent asphyxiés. Et donc vous avez tout un effet domino qui s'opère et qui va faire que ce sont ceux-là qui vont se retrouver en grave difficulté. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Bien sûr. Et pour synthétiser tout ça, vous nous dites, au fond, on est face à la problématique du football. C'est-à-dire que c'est avec un jeu compliqué. Ben, regardez, le football, c'était un sport, c'est toujours un sport, avec des valeurs éthiques, morales, l'effort, la logique de l'entraînement des jeunes, la santé d'une population qui fait du sport, etc. Donc l'élite attire une population à une société vers l'effort. C'est très très bien, très sain. Et puis, la médiatisation débouche sur du vedettariat tellement médiatisé que l'excellence cherche à extraire une partie de la rente qui peut être générée. Et comme c'est médiatisé, les droits télévisuels génèrent des ressources telles qu'on peut payer l'excellence à des tarifs. Et c'est à peu près ce qu'on observe, parce que nous avons aussi une forme de médiatisation qui s'opère, avec en particulier l'arrivée des MOOC. Regardez la différence entre un amphi et un TD. L'amphi, c'est l'effet d'échelle. Un prof s'adresse à 200, 300, 500 étudiants, et on a un effet d'échelle. Mais il faut quand même la salle de classe. Les MOOC, ben c'est l'amphi complètement ouvert. Bon, alors les MOOC, c'est à mon sens un épiphénomène, mais qui cristallise quelque chose de majeur qui est en train de se passer, qui est un tsunami de l'arrivée du numérique et de la transformation et de la digitalisation de notre profession. Au sens large, parce que ça ne concerne pas que le management, mais ça touchera le management, parce que là, ça va être solvable. Et donc, il va se passer quoi? Qu'il y a des vedettes qui émergent. On les avait déjà avant par les publications, mais là, ça va être... D'ailleurs, ça va rééquilibrer un peu la recherche par rapport à l'enseignement ou l'enseignement par rapport à la recherche. La qualité du formateur va être visible dans les matériaux pédagogiques enregistrés. Et donc, on va avoir des vedettes qui vont exiger des tarifs de plus en plus élevés. Et il va se passer ce double phénomène qu'on a déjà pour partie de la recherche et qui va se compléter par la formation, qui est un phénomène de vedettarisation médiatisé et qui va faire que les tarifs augmentent. On se retrouve avec un vrai mercato, j'ai utilisé le mot tout à l'heure. On a un parallèle avec le monde du sport. Et quand on voit jusqu'où va le monde du sport avec les clubs qui rentrent en bourse, qui viennent des entreprises, avec les rachats de clubs. Ah ben absolument. La question peut se poser de irons-nous un jour jusque-là dans un champ qui est lui-même pourtant plus féru de valeurs académiques, d'intérêt général, de capacité d'observation critique. Voilà, nous sommes à la rencontre bizarre entre une logique de marché et une logique académique plus traditionnelle et qui avait sa légitimité. Bien, donc un Big Bang dont on surveillera avec beaucoup de vigilance les évolutions. Thomas Durand, merci de cet entretien. Merci.